Service traiteur, une expression qui est rentrée dans les habitudes pour tous les organisateurs d'événements et même en famille désireux de servir à leurs invités une cuisine taillée sur mesure. Un domaine d'activité également dans lequel de nombreux Camerounais rentrent après une formation ou non. En tout cas, beaucoup y investissent. Ce secteur, en conclusion, peut contribuer au développement économique de notre pays, notamment à travers l'industrie du tourisme. Stratégie s'intéresse à cette problématique. C'est le sujet majeur de cette édition qui vous est présentée maintenant. Mais d'abord, le sommaire en compagnie de Anissé Simon. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Ayez l'envie, l'endurance, la passion et vous ferez une place au soleil. Stèle longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommet du magazine de l'économie actuelle, en cette veille de rentrée académique, nous vous invitons aux portes de quelques grandes écoles du Cameroun. À la quête de matricules de fonctionnaires, les candidats se bousculent chaque année au concours officiel. Mais combien y accèdent-ils finalement? Comment se prépare-t-on à ces différents concours? Quel est l'apport des centres de préparation? Retour sur les bancs pour une équation à plusieurs inconnues. À la suite, nous vous invitons à prendre place à la table des services traiteurs. Le secteur d'activité est en pleine explosion dans plusieurs villes du pays. Tout le monde presque fait recours à ces services taillés sur mesure. Cependant, combien ça coûte? Comment ça fonctionne? Et comment devient-on un professionnel de ce secteur? Nous avons mené l'enquête. Pour mieux comprendre tout ceci, Bertrand Didier Bouga reçoit sur son plateau le chef Simon-Émile Ngoulou, président de l'Association nationale des chefs cuisiniers et pâtissiers du Cameroun. Il est notre invité, grand témoin. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Simon-Émile Ngoulou, 30 ans d'expérience, directeur du restaurant Club municipal. Il est le président de l'Association des chefs cuisiniers et pâtissiers du Cameroun. Ce diplômé de l'Institut international Maxims de Paris en hôtellerie de prestige, marketing et management est notre invité et grand témoin de cette édition de Stratégie. Chef Émile Ngoulou, bonjour et bienvenue sur le plateau de Stratégie. Merci. Je vous en prie, prenez place. J'allais dire à notre table, puisque cette édition est consacrée à la restauration, précisément au service traiteur. Vous êtes le président de l'Association nationale des chefs pâtissiers et cuisiniers du Cameroun. C'est à ce titre que nous vous avons convié sur ce plateau de Stratégie. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous allons au cours de cette édition nous intéresser à une problématique qui est essentielle dans notre vécu quotidien, mais également dans l'économie camerounaise, puisque nous parlons notamment de restauration et précisément de cuisine. On va me dire quelle est la différence, mais c'est bien parce que je compte sur l'expertise de chef Émile Ngoulou pour mieux comprendre. Et donc c'est ma première question. Qu'est-ce qu'on dit? Restauration, cuisine, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on emploie un de ces termes? En fait, ça dépend parce que le restaurant, tel qu'on l'appelle maintenant, à l'origine indiquait effectivement la restauration de la santé. Il faut bien croire que quand on n'est pas nourri, on est quelque peu malade. Donc c'est l'endroit où effectivement on vient restaurer la santé. C'est pour ça que nous avons l'appellation restaurant. Donc qui envoie à la restauration. La restauration, un peu le thème rhétorique, qui aura la cuisine, qui aura les services, qui aura... bon, maintenant nous avons des types de restauration. Nous avons une restauration commerciale, nous avons une restauration de collectivité. Je dis dans les écoles, les internats, les cantines, là c'est l'avantage de la collectivité.
Donc en fait, on a tendance à confondre les deux, mais la restauration reste le vocable le plus générique avant que nous tombions dans le tourisme qui lui va englober tout ça, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, ainsi que les activités de loisirs. De quelle restauration l'on bénéficie lorsque l'on vient au club municipal à Yaoundé, établissement que vous dirigez? Nous, de restauration, nous sommes effectivement un restaurant qui se veut un restaurant africain, plus précisément un restaurant camerounais. Donc quand on a quelques besoins au niveau d'une certaine camerounité de l'alimentation, oui, nous pensons faire suffisamment amende honorable pour que l'on trouve satisfaction chez nous, avec une offre à 70% camerounaise et 30% internationale. Merci. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, dans cette édition, nous parlerons de restauration et de cuisine. Mais avant, pour votre mise en bouche, chef Émile Ngoulou, dans cette édition, nous avons un autre sujet. Il s'agit de la formation des jeunes Camerounais, précisément de leur intérêt pour la fonction publique. Avant de regarder le reportage qui est consacré à ce sujet, je voudrais vous savoir, vous avez eu la possibilité, vous, de choisir entre l'entrepreneuriat, le privé ou un emploi dans le public au terme de votre formation? Je dois avouer que oui. Au retour de mes études à l'étranger, effectivement, j'ai eu plus d'une proposition de travailler dans la fonction publique. Et je les ai toutes conduites parce que je ne me sens pas l'âme d'un fonctionnaire. Je crois peut-être ne pas avoir assez de discipline pour fonctionner dans les rangs tels que ça se passe dans la fonction publique. Et ici, tant qu'à parler de rangs, je suis aujourd'hui le chef d'une brigade. Donc avec toutes les exigences effectivement de la discipline de brigade, j'ai plutôt l'impression que dans la fonction publique, nous avons quelque chose en plus en termes de maîtrise de l'ordonnancement des choses et même de l'obligation des résultats, de la régularité du résultat et surtout d'une pression permanente de devoir rendre la qualité. Et alors, quand vous voyez ces jeunes Camerounais qui sont intéressés par la fonction publique, sans jugement, mais lorsqu'on veut comprendre le rôle du fonctionnaire de l'État dans l'administration, dans le fonctionnement du pays, est-ce que vous pensez que des jeunes ont raison de s'intéresser à ces grandes écoles dans l'objectif de devenir des fonctionnaires d'État? Les jeunes ont définitivement raison en tout cas, parce que une nation, qui plus est une république, a besoin d'une administration bien étoffée et d'une administration de qualité. Donc j'ose espérer que ceux qui prétendent à des fonctions publiques le font par vocation et non seulement par la recherche du matricule, parce que malheureusement l'expérience a montré que dès qu'on a le matricule, on passe à des choses qui ne sont plus tout à fait propres à l'administration et ses obligations. Vous faites bien de parler de matricule et il en est question dans le reportage que nous allons regarder maintenant, puisque les jeunes Camerounais qui souhaitent intégrer la fonction publique sont essentiellement en quête, pense-t-on, du matricule. Mais pour y arriver, il faut se préparer. Lorsque l'on n'a pas, pense-t-on, la godasse. Alors, où est-ce qu'on prépare les concours d'entrée dans les grandes écoles pour la fonction publique? Comment se passe cette préparation? Qu'est-ce que cela coûte? Merveline Tapi et Brice Fotso Arnondal sont allés voir comment les jeunes Camerounais se préparent au concours d'intégration à la fonction publique. Voici le reportage que je vous invite à suivre. Le concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM pour le compte de l'année 2017-2018 est ouvert. Selon une série de 7 communiqués publiés le 20 juin dernier sur le site du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, 55 auditeurs de justice, 145 élèves au cycle A et 105 au cycle B de la division administrative, 15 administrateurs de greffe cycle A de la division de la magistrature et des greffes seront retenus au terme des épreuves. Il est par ailleurs prévu le recrutement de 20 élèves greffiers à la division de la magistrature et des greffes, 15 jeunes au cycle A et 50 au cycle B de la division des régies financières. Cette simple annonce a suffi pour faire courir des milliers de jeunes qui rêvent d'intégrer la fonction publique camerounaise. ENAM, EMIA, École des travaux, École des postes, CUS ou encore ENS, elles sont nombreuses ces écoles qui ouvrent la porte au titre de fonctionnaire d'État. Mais combien y accèdent réellement? Comment se prépare-t-on à ces différents concours? Est-il indispensable de passer par un groupe de préparation pour obtenir sa place dans une de ces écoles?
Comment est organisé le secteur de la préparation au concours au Cameroun? Retour sur les bancs pour une équation à plusieurs inconnus. Soso waka, soso solfa, soso waka, soso solfa. Il est 3 heures de l'après-midi, la journée de John est loin de s'achever. Son sac au dos, il s'apprête à rejoindre le marché Acacia, situé à Biemassi, un quartier de Yaoundé. Acacia. De son vrai nom Jean-Pierre Demefo, John, comme on l'appelle affectueusement, pratique du petit commerce depuis la classe de 3e. À 26 ans, il est titulaire d'une licence en lettres bilingues. Issu d'une fratrie de 8 enfants, il est sur tous les fronts. Son activité principale, la vente des sets et nappes de table. La main, nappe de table, la main. La main, nappe de table, la main. Il y a les soupes, il y a les salles à manger, la main. Ça, c'est un petit métier que je fais depuis 3e, 4e, 3e. Pendant mes vacances, pendant mes temps libres, pour ne pas rester oisif à la maison. Il arpente chaque jour les allées de ce marché à la recherche du pain quotidien. Si la vie ne lui fait pas de cadeaux, il s'accroche à ses rêves. Il ambitionne d'intégrer la fonction publique mais ne dispose pas de moyens nécessaires pour une meilleure préparation. Alors, il joue les agents commerciaux pour un groupe de préparation au concours officiel. Bonjour ma mère, la préparation au concours. Et là c'est une période cible parce que les élèves sont en train de faire, ils sont en pleine normale. Donc tous les étudiants doivent être au campus. Donc c'est une période stratégique, il faudrait donc qu'on maximise les étudiants au maximum. Parce qu'on ne peut plus afficher et on doit présenter le produit. Vous savez, quand vous avez un produit, il faut le vanter. Et il y a un quota. Donc en réalité, il y a les cartes de recommandation. Et avec les cartes de recommandation, normalement le quota que je me suis fixé, parce que là-bas c'est un pourcentage. Donc je me dois donc de m'assurer de trouver au moins 2 candidats qui vont s'inscrire par semaine. Avec cette carte de recommandation, donc quand je réussis à porter une personne avec la carte de recommandation, j'ai droit à 5 000 francs. Vous voyez, donc en même temps ça me permet de joindre les deux bouts, peut-être prendre le taxi pour aller au cours. 5 000 francs CFA de taxi la semaine pour chaque quota d'inscription atteint. Une aubaine pour John qui en plus a l'opportunité, grâce à ce job d'étudiant, de préparer son concours d'entrée à l'école militaire inter-armes, EMIA. Ils sont nombreux à procéder ainsi. Donc nous sommes très nombreux, il y a d'autres qui sont à soi, il y a des étudiants qui ont décidé aussi de travailler, œuvrer comme moi. Et étant donné que quand vous faites déjà ce travail, vous avez l'avantage, il y a les avantages des services, vous pouvez peut-être faire des concours, peut-être gratuitement, ou bien vous faites des réductions. Et par exemple, voilà, maintenant je ne suis pas seul, je suis avec un collègue qui s'appelle Lionel. Bien, donc voici Lionel. Pour le moment, comme je n'ai pas d'argent, je fais le travail à Kalata étant étudiant et je vais faire les préparations. Donc, nous sommes en stade d'inscription et je compte commencer avec la base, la phase qui va commencer le cursus, la préparation du cursus. Rose Ebene est étudiante en Master 2 à l'Université de Yaoundé 2, SOA. En dehors de cette formation universitaire, elle prépare le concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Nous la retrouvons à son domicile ici au quartier Scalom. Au moins 3 fois par semaine, elle parcourt environ 17 km partant de son domicile au campus universitaire. Mon quotidien, c'est déjà je vais au campus à SOA pour faire cours. Et après, je me rends au cours de prépa. Donc là, c'est ma chambre, vous voyez les documents. Notamment, j'utilise les bords, je lis les bords, notamment ceux qu'on nous a donnés à Kalata. Il y a aussi quelques bords que je me procure. Et là, ce sont mes cours. Mes cours, nous avons les livres et d'autres cahiers. Donc, mon quotidien, c'est simple. Je me lève le matin, je me prépare, je prends mon petit déjeuner. Et après, je me rends au campus de SOA ou en Guayaquil quand nous avons cours en Guayaquil parce que nous faisons cours entre Guayaquil et SOA. Donc, à présent, on a cours à SOA pour la journée d'aujourd'hui. Et après SOA, j'irai à Kalata pour les cours de prépa. Rose dépense en moyenne 3 000 francs par jour pour le transport et la ration alimentaire. Un budget considérable pour cette jeune étudiante. À cela s'ajoute la difficile organisation entre ces multiples cours qui parfois ont lieu à la même heure.
Généralement, j'ai cours à soir le matin. C'est après les cours de soir que je vais au cours de prépa. Et parfois, il arrive que les heures de cours se mêlent, donc ça coïncide. En ce moment, bon, puisque la date d'échéance des cours de préparation sont prêtes, je privilégie parfois les cours de prépa parce que j'ai l'occasion de rattraper les cours à l'école. Pour ce qui est du planning de révision, c'est un soulagement pour elle, car les deux formations ont beaucoup de similitudes. C'est complémentaire puisque je suis en fac de droit et je fais un concours pour aspirer à l'ENAM, donc c'est la même chose. J'utilise presque souvent les mêmes bords. Tout ce que je me procure de plus, ce sont les bords de préparation spécialisés. Déjà à Kalata, on nous donne 2 bords. Oui, pour compléter, il y a d'autres bords qu'on nous propose. Je fixe un emploi du temps un peu strict. Oui. Je n'ai même pas de pression, surtout quand je dois lire, parce qu'on n'a que 4 matières au concours. Donc il n'y a que l'économie qui est une nouvelle matière et la culture générale. Ce qui fait que le reste, je connais déjà et ce n'est qu'une complémentarité dans mes études aussi. Donc ça fait partie, tout ça c'est le droit en général. Après leurs activités respectives, John et Rose se retrouvent ici au groupe Kalata, un centre de préparation au concours officiel. Nous nous rendons au 7e. Situé à l'avenue Kennedy, il dispose de 7 salles de cours réparties sur plusieurs niveaux de ce bâtiment. C'est dans ce cadre au standing que les candidats sont formés. Ce jour-là, c'est interro surprise pour les candidats à l'EMIA. Vous êtes priés de bien vouloir vous débarrasser de tous les documents parce que vous allez présenter une évaluation tout de suite. Vous savez que nous travaillons depuis plus de 2 mois déjà concernant le cours de connaissance générale du Cameroun dans le cadre de votre préparation au concours de l'école militaire interarmée. Et pour savoir qu'est-ce que vous avez déjà assimilé depuis qu'on a commencé ce boulot, j'ai décidé de vous soumettre ce soir à un examen test avant celui qui est prévu samedi, qui sera l'examen blanc que le groupe Kalata va organiser à l'intention de tous ceux qui se préparent. Donc, je vous prie de bien vouloir vous débarrasser de tout document compromettant et de rejoindre chacun vos places pour que les épreuves soient lancées. Laissez ceux qui veulent se concentrer. John arrive avec quelques minutes de retard. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Je vous rappelle que vous avez 2 minutes de retard. Monsieur, l'ascenseur a un panneau dans l'escalier, monsieur. Les épreuves ont déjà été lancées. Faites tout pour vous conformer aux exigences d'ici. D'accord. Donc vous entrez là, vous laissez les sacs. Ici. Charles Tchekam compte parmi les administrateurs de ce groupe. Il y enseigne le droit public, administration pénitentiaire et la connaissance générale du Cameroun. C'est une évaluation surprise parce que dans la perspective de nos formations ici à Kalata, nous soumettons la plupart des enseignants, des apprenants à des évaluations régulières. Et ces évaluations régulières, il y a les unes qui sont formelles à travers les examens blancs qui sont organisés pratiquement à la fin de chaque mois. Et en cours maintenant, l'enseignant, pour évaluer le rythme d'évolution et le degré, n'est-ce pas, d'appréhension des cours qui sont dispensés par les étudiants, essaye aussi de les soumettre à des évaluations surprises pour évaluer leur niveau de compréhension. Est-ce qu'ils ont des difficultés au niveau de la méthodologie, au niveau du fond? Et c'est à travers ça qu'on parvient à réajuster, n'est-ce pas, les mécanismes qui devront leur servir pour aborder avec succès leurs différents concours. Les questions abordées dans les épreuves varient en fonction de l'école choisie. Concernant l'EMIA, les étudiants de l'EMIA sont par exemple soumis à 4 épreuves généralement. Il y a l'épreuve de culture générale, il y a l'épreuve de connaissance générale du Cameroun, il y a l'épreuve de synthèse de documents et enfin l'épreuve de spécialité. Or, ce que vous avez constaté aujourd'hui, c'est l'épreuve de culture générale. Et il ne s'agit pas ici en fait d'un devoir de dissertation, mais c'est une évaluation au cours de laquelle on essaye de savoir quel est le degré de connaissance du candidat de son pays.
Vous savez, on ne peut pas travailler dans les forces de maintien de l'ordre si on n'a pas une maîtrise exacte de ce qu'est le Cameroun. Et à ce titre, les candidats sont soumis généralement à une évaluation qui comporte entre 25 et 30 questions. Une évaluation qui dure 2 heures de temps et à l'issue de laquelle ils sont appelés à répondre de manière succincte et précise à tout ce qui touche le Cameroun. Ça peut être des questions d'histoire, des questions liées aux grandes personnalités, des questions de sport, des questions de santé, d'éducation. Bref, connaissance générale du Cameroun, ça porte sur un peu de tout. Nous sommes précisément à 1 mois de l'échéance du concours. Les candidats ont déjà passé les épreuves physiques et médicales. Il ne reste plus que l'épreuve écrite. Pour le moment, je crois qu'en termes de préparation, ils sont prêts pratiquement à 80%. Et que d'ici l'échéance de l'examen, ils seront prêts à 100%. Au sorti de cette évaluation, John fait son propre bilan. L'épreuve était quand même abordable, mais beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Et vous savez, bon, en tant que futur militaire, le militaire est celui qui est toujours prêt. On a un mois du concours, mais ça m'a aussi permis de voir mon niveau. Et ça a été vraiment quand même une surprise, parce que je ne m'attendais pas à ce niveau. Franchement, je dois vraiment beaucoup accélérer en ce qui concerne la connaissance. Vous savez, les dates là, ça embrouille parfois un peu. Et la connaissance du Cameroun est très vaste parce que l'histoire du Cameroun n'a pas été un fleuve tranquille. Donc il faudrait davantage que j'essaye de voir comment maîtriser l'histoire de mon beau pays. Rose dispose d'un peu de temps libre. Alors, elle en profite pour réviser et approfondir ses connaissances ici, dans cette salle qui abrite à la fois une médiathèque et une bibliothèque numérique. Son inscription dans ce groupe de préparation lui a valu la somme de 100 000 francs CFA, ceci dans l'espoir d'accéder à l'ENAM, option administration générale. Je viens souvent plus tôt parce que j'ai cours dans l'après-midi. Quand je finis très tôt avec les cours au campus, je viens là pour essayer de lire, de me rattraper par rapport à la préparation. Parce qu'ici, nous avons droit à des documents, nous avons aussi des ordinateurs pour faire les recherches. Donc, ça me permet de me reconcentrer et de me rattraper par rapport au retard. Nous sommes en période d'intense activité dans ce groupe de préparation. En ce mois de juin, c'est au moins 300 élèves qui se bousculent aux portes. Ils dépensent environ 60 000 francs CFA pour un trimestre de formation. Les cours de préparation se déroulent sur toute l'année. Les plus tenaces s'inscrivent à partir d'octobre pour 9 mois de cours. La centaine d'étudiants enregistrés à ce moment déboursent la somme de 120 000 francs CFA chacun. En janvier, c'est le double, soit 200 personnes en moyenne pour 6 mois de cours, estimés à 100 000 francs CFA. Depuis sa création en 2012, le groupe Kalata a déjà formé plus de 4 000 candidats, dont 800 pour l'ENAM, 600 pour l'EMIA et la police, 1 400 pour l'école normale supérieure et 1 200 pour la faculté de médecine, définitivement admis. Philomène Amouga est l'administratrice générale de ce groupe. Nous formons sur une période de 9 mois, de septembre jusqu'en mai, voire juin, parce que c'est généralement à cette période que se prépare soit le concours de l'ENAM ou les autres concours. C'est vrai que les concours comme l'ENS continuent jusqu'en septembre, donc on pourrait prolonger. Et ceci pour un coût de 100 000 francs payable en plusieurs tranches. Donc quand l'étudiant arrive, il y a un service d'accueil qui le reçoit et on l'oriente vers un service d'orientation, excusez la répétition. Voilà. De là, on cherche à savoir son background, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir mieux l'orienter dans la section qu'il voudrait faire ou alors à préparer un concours en fonction de son background parce qu'il est très important pour nous de savoir quel est le background de l'étudiant pour ne pas se perdre en chemin. Les cours sont répartis sur 3 sessions, de 9h à 11h pour ce qui est de la matinée, suivi de celle de l'après-midi qui va de 15h30 à 18h et enfin les cours du soir de 18 à 20h30. Pour ceux des candidats qui ne disposent pas de temps en semaine, une session du week-end est organisée le samedi et le dimanche. On a des étudiants qui habitent hors de Yaoundé, donc ils ne trouvent que du temps samedi et dimanche. Également, nous avons des cours en ligne, donc voilà, pour nos étudiants à l'étranger. Voilà.
Voilà. Et les étudiants qui sont à l'étranger ne pouvant pas être ici suite à des difficultés géographiques, nous contactent et puis par mail, on leur envoie des cours. C'est ce qu'on appelle la formation en ligne. En plus de toutes ces dispositions, ce groupe met à la portée des élèves des ouvrages en plusieurs matières et même des épreuves corrigées des précédentes sessions d'examen. Loin du confort qu'offre le groupe Kalata, certains optent pour la rue. Installés sous des parasols, ils opèrent pour la plupart dans l'illégalité. Ce n'est fort heureusement pas le cas de Léonard, enseignant d'informatique responsable du groupe Azimut. Généralement, dès que les élèves ont fini de composer par exemple, leurs examens comme le baccalauréat, on les récupère ici et on les forme durant tout le temps pour qu'ils soient prêts à affronter dans les différents concours qui généralement se déroulent à partir du mois de juillet jusqu'en septembre. Il y a un peu comme de la spécialité dans ce que nous faisons. Quand ça concerne les NAM, c'est des gens qui ont fait dans le droit et même des anciens qui ont été à l'ENAM. Mais pour d'autres concours comme les écoles normales, écoles de médecine, polytechnique, faculté de génie industriel et autres, c'est plus des enseignants, c'est-à-dire des scientifiques. Oui, oui. Et maintenant, il y a également des groupes spécialisés pour des concours littéraires. L'affluence ici, c'est après les examens officiels. Quand les candidats arrivent, et on les recense, et on les oriente d'abord, c'est-à-dire en fonction des notes qu'ils ont eues au lycée et tout. En fonction de ces notes, on peut les orienter vers les concours et tout. Et une fois cela, on les conduit en salle et la formation suit son cours. Ah ouais, de lundi à vendredi, généralement, on revient sur les notions du cours en relation avec le concours. Et les samedis, on les évalue. On a un emploi de temps, ça c'est par exemple le système de travail. Là, par exemple, c'est un emploi de temps pour les scientifiques. Comme tout à l'heure, nous sommes jeudi, il y a cours de chimie tout à l'heure à 11h. Et c'est effectif, donc à 11h, vous allez en salle. C'est juste qu'il n'y a pas encore d'affluence. Et dans les anglais composés, on a combien de types? Cet enseignant prépare les candidats aux concours officiels depuis 2004. Pour la seule faculté de médecine, il dit avoir accompagné une vingtaine de médecins déjà formés et opérationnels de nos jours. Pour lui, la préparation est nécessaire pour augmenter ses chances de réussite. Le secteur du concours est devenu très compétitif au pays. Il y a beaucoup de bacheliers, mais très peu de centres de formation, je veux dire des centres spécialisés. Ça fait que, honnêtement, ce n'est plus évident de se battre seul. Autant mieux de passer par des cours. 2 semaines après notre premier passage, nous y retournons. Léonard est là, fidèle au poste. Il nous emmène dans cette salle de classe bondée d'élèves. Ils sont étudiants pour certains, futurs bacheliers pour d'autres. Ces derniers préparent leur concours sous réserve du baccalauréat. Ghislain, élève en classe de terminale C, est parti de Kekem à l'ouest Cameroun pour venir se préparer dans ce centre ici à Yaoundé. De Mendong, quartier périphérique de la capitale, d'où il part chaque matin pour allier ce groupe de préparation, il dépense 500 francs de taxi aller-retour. Pour les photocopies et autres documents nécessaires à sa formation, il dépense entre 200 et 300 francs CFA, ce qui lui fait une dépense journalière de 800 francs en moyenne. Moi, je prépare le CUS et l'UNS en physique. Oui. Bon, en ce qui concerne les cours, ça m'intéresse beaucoup dans le sens où, à l'arrivée, j'ai constaté déjà les professeurs nouveaux et je me suis dit que, bon, comment ça va se passer. Mais enfin, j'ai trouvé que c'était des professeurs relax et compétents aussi. Oui, parce qu'il y a des trucs nouveaux que j'ai acquis en faisant ces cours. Ça fait combien de mois déjà que tu es ici? Bon, ça fait 2 semaines exactement que je suis arrivé ici. Oui, je compte préparer jusqu'au concours. On se parle le 22 septembre, je pense. Les cours pratiqués varient d'une personne à l'autre et même d'une école à l'autre. Pour l'école des travaux, par exemple, c'est environ 35 à 40 000 francs CFA pour 3 mois de formation. Étudiante en biochimie à l'université de Chang,
Oslandrine n'a pu obtenir une place dans ses cours de prépa. Elle a déboursé la somme de 25 000 francs CFA. Arrivée le 5 juin dernier, sa préparation prend fin au mois de septembre. Bon, j'ai sollicité venir faire la préparation parce que je sais quand même que c'est un lieu de référence. Loin des salles, la préparation se poursuit dans la rue. Certains en ont fait leur gagne-pain. Installés le long des trottoirs, ici à la poste centrale de Yaoundé, ces jeunes vendent épreuves, fascicules et anciens sujets corrigés. Antoine exerce ici depuis 3 ans. Par jour, il peut gagner entre 10 et 15 000 francs CFA. On vend les arrêtés de concours, les arrêtés et certaines informations qu'on n'arrive pas peut-être à trouver. Et comment vous faites pour avoir ces informations-là? Bon, des fois, on part chercher au ministère. Bon, des fois, on part chercher à la presse et au kiosque. Et combien ça vaut? Ouais, c'est 100 francs l'arrêté. Donc, ça varie aussi avec le nombre de feuilles que l'arrêté peut contenir. Donc, il y a les arrêtés de 200, il y a les arrêtés de 500 francs. Préparation garantit-elle succès? Nous avons posé la question à quelques élèves de la très sollicitée École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Blanche Thérèse est élève administrateur du travail, promotion 2016-2018. Je me suis longuement préparée parce que ce n'était pas la première fois que je le présentais. Mais il y avait la nécessité de se présenter, de se préparer pour pouvoir affronter ce concours-là. Ce n'est pas un concours facile, il faut une préparation préalable avant de s'y présenter. J'étais dans un centre qui est spécialisé pour les concours administratifs et grandes écoles, le groupe Kalata, qui est aujourd'hui à l'avenue Kennedy et qui prépare à tous les concours administratifs et scientifiques. Donc c'est un groupe qui m'a beaucoup aidé dans ma préparation à ce concours-là. Personnellement, ça m'a bien aidé parce que ça m'a fait pouvoir tirer de mes connaissances intellectuelles l'essentiel de ce qu'il doit utiliser pour composer ce concours et de savoir aussi fouiller sur le net et sur les tribunes ce qu'il doit chercher pour pouvoir bien matérialiser mes exemples et mes compétences. Ma préparation a été très longue, pas en 1 année, pas en 2 années, pas en 3 années. J'ai présenté le concours 3 fois et j'ai eu la grâce d'avoir ça la 3e fois. La première année, j'ai téléchargé des épreuves et des corrections dans un site Kalata. Oui. Et la 2e année, j'ai fait une préparation globale, police, INAM et j'avais préparé un truc un peu scientifique dans les travaux publics. Bon, ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais avant. La 3e année, je me suis concentré sur l'INAM et ça a marché. Bien qu'il ne soit pas passé par ces différents groupes de préparation aux concours officiels, il conseille de toujours travailler en équipe. Il ne faut pas travailler seul. J'ai travaillé avec beaucoup d'amis. La première année passée, nous étions 3 personnes qui préparaient le concours. Mais la 3e année, j'ai fait beaucoup de groupes d'amis de préparation de concours. Parce que je n'ai pas présenté seulement PPM, j'ai également présenté AG. Pour l'instant, l'État du Cameroun n'a pas encore réglementé le secteur de la préparation aux concours officiels. Mais, pour avoir une couverture légale, certains groupes, à l'instar de Kalata, sont déclarés à la préfecture comme association de partage et de diffusion du savoir. Chef Émile Ngoulou, le reportage s'enchève là avec un bout de musique qui nous procure la bonne humeur sur ce plateau de nuit ici à Yaoundé. C'est le cas de le relever. Et je vois que vous souriez, ce qui est tant mieux, parce que lorsqu'on parle de fonction publique, souvent, certains ont la mine qui se ferme. Ils se disent là-bas, c'est pas les bons, c'est d'ailleurs les mauvais, hein, dit-on souvent. Ce sont eux qui plombent le travail. De votre position, lorsque vous êtes dans votre restaurant, le municipal ici, le club municipal ici à Yaoundé, vous voyez des fonctionnaires arriver, vous avez des jeunes, quel est le commentaire que vous entendez des fonctionnaires? Je pose la question pour ceux qui nous regardent et qui préparent ces concours d'intégration à la fonction publique. Il est important de préciser que justement pour le cas du club municipal, l'essentiel de sa clientèle est fait de fonctionnaires. Donc nous en recevons effectivement. Nous en recevons de tous les âges.
Et il me semble que comme partout, il y a des bons, il y a des moyens et il y a des mauvais. Mais il faut se garder de toute généralisation parce que c'est un peu au cas par cas. Et je dois quand même reconnaître à l'expérience que, en tant que chef d'entreprise, j'ai de la fonction, je veux dire de l'administration, des contacts que nous avons, qu'il y a une évolution autant du langage que des comportements. On entend de plus en plus un thème comme partenaire. Ok. C'est très bien de le dire déjà parce que je crois que ça finira par imprégner les cerveaux et on en aura le comportement. De plus en plus de fonctionnaires nous demandent de penser qu'ils nous considèrent comme des partenaires. Et ça c'est très important. Et je dois reconnaître aussi qu'il y a une légère amélioration, mais une amélioration tout de même dans la qualité justement de l'aménagement des contacts avec les usagers que nous sommes. Et on pourrait croire, comme le démontre le reportage, que la préparation au concours elle-même, le chemin que font les candidats à l'intégration dans la fonction publique, les aide peut-être à vraiment comprendre le rôle qui est le leur en matière de service public. Quand vous avez regardé ce reportage, vous pensez que cette formation, la préparation au concours est utile? On n'est jamais trop formé, surtout quand on va avoir à traiter de monsieur tout le monde. Et de ce côté-là, nous nous retrouvons parce que nous aussi, nous ne savons pas très bien qui nous allons rencontrer dans la journée. Et c'est très bien, effectivement, de voir l'impact de la culture générale dans la formation, donc l'impact de la culture générale dans les évaluations que sont les concours. Parce qu'au-delà de la technicité de ce que l'on doit faire, il vaut mieux avoir un big picture de la vie qui certainement va faciliter l'aisance dans le contact avec l'autre. Et si l'aisance est facilitée, je pense que les solutions seront les plus adéquates pour les besoins non seulement des usagers, et surtout les besoins de la nation. Vous l'avez dit, chef Émile Ngoulou, il faut avoir une bonne formation pour s'exprimer et être un bon professionnel, quel que soit le métier que l'on choisit. Il en va de même pour le métier de cuisinier. Donc, en choisissant cette mise en bouche en rapport avec la formation, c'est bien pour emmener notre sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui apparaît comme la floraison des traiteurs, parce que c'est bien de cela que nous allons à présent parler, c'est notre plat de résistance pour le dire ainsi, est-ce que la formation est à la base de ces établissements, de ces professionnels qu'on voit naître, en un mot, de ces prestataires? Ok, ça dépend de ce dont nous parlons. Conceptuellement, quel est l'impact de la formation pour que l'on ait des traiteurs? Si c'est le sens de la question, il ne faut que de la formation, de la formation, de la formation. En hôtellerie, nous avons d'ailleurs un concept qu'on ne rencontre pas souvent ailleurs, donc en cuisine aussi, c'est la formation continue. Nous sommes dans un métier tellement évolutif, tellement complexe, tellement varié, que nous avons besoin à chaque fois de nous retrouver en train de nous former ou en train de nous reformer. Et beaucoup plus en Afrique encore, nous avons besoin de cette formation parce que, comme j'aime souvent à le dire, un employé de restaurant, quand il est à la maison, c'est le roi, c'est le maître. Il est servi parce que nous pensons que c'est le rôle du chef de famille. Je veux dire, c'est l'un des bénéfices du chef de famille. Il est servi, certains viennent, on lui enlève les chaussures, on le nourrit, il est bichonné. Et nous demandons à ce monsieur, pendant les 20 minutes de son routage de la maison au lieu d'entreprise, de passer, et je n'exagère pas du tout, de roi à esclave. Il faut qu'il y ait toujours un cadre par lequel on lui rappelle que si à la maison vous êtes le roi, ici vous êtes pour servir, à la limite donc en caricaturant un peu, ici vous êtes l'esclave et il faut être le meilleur esclave possible. Donc la formation est véritablement essentielle de façon tout à fait conceptuelle. En ce qui concerne maintenant le traiteur, c'est beaucoup plus important encore parce qu'il faut avoir une adaptabilité permanente. Le traiteur étant une sorte de déstabilisation du professionnel de la cuisine ou de la restauration, il lui faut encore beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de capacités, et ce qui ne peut venir que de la formation parce qu'il n'y a pas d'ingénierie spontanée.
Merci pour ces premières explications, chef Émile Ngoulou, sur le service traiteur. Ces professionnels à qui nous faisons souvent appel pour leurs services qui vont venir satisfaire généralement les papilles gustatives de nos invités. Ils viennent donc avec des plats tout faits. Mais comment les préparent-ils? Dans quelles conditions les repas sont conservés? Mais surtout, est-ce qu'on peut faire le chemin du marché à la table? Christelle Ngale, Brice Fotso et Anondal, eux ont fait ce chemin et sont allés jusqu'à la dégustation puisqu'ils ont participé à un mariage où le service traiteur était le bienvenu. Suivant ce reportage, allez vous dire, dégustons ces repas faits par les services traiteurs camerounais. Le repas, il était fabuleux, vraiment bien fait, l'assaisonnement, tout était bien en fait. Personnellement, je n'ai pas goûté tous les mets. Le peu que j'ai goûté était bon. Maintenant, tous les retours que j'ai de mes voisins de table, ils apprécient. Nous sommes satisfaits des services, satisfaits de la façon dont ça a été cuisiné. On avait fait un budget pour ce repas. Il nous a pris environ 2 millions et c'est le traiteur qui s'en est occupé. Le bouquet est le service traiteur qui a eu en charge la réalisation du repas des 300 invités du couple Mbéa. Budget de cette soirée, 2 millions de francs pour le package repas, décoration de la salle et location des couverts. Comme Brigitte et Emmanuel Mbéa, beaucoup de couples préfèrent confier la restauration de leurs convives à des services traiteurs. Comment tout ceci est préparé en amont? De l'approvisionnement et de l'achat des ingrédients jusqu'au fourneau, combien ça coûte et comment ça marche? Nous avons eu accès à la cuisine interne d'un service traiteur pour vous servir et à déguster ce reportage. Bienvenue Mbéga. Lydie Soga et Grace Ngonsam sont les 3 composantes essentielles du succès ou de l'échec du repas de mariage du couple Mbéa. Chacun d'eux est un maillon essentiel de la chaîne. Ici, les rôles sont minutieusement repartis. Grace est le chef de cuisine. Elle se rassure de la réalisation de chaque repas figurant sur le menu, de leur disposition dans les marmites de service et surtout vérifie que les mets sont suffisamment assaisonnés. Bienvenue est à la base le chef de salle, mais c'est lui généralement qui se charge des courses et de la réalisation de certains mets. C'est l'homme à tout faire. Lydie, elle, coordonne la cuisine de manière générale. C'est la courroie de transmission entre les mariés et le traiteur. Nous sommes vendredi, la veille du jour de mariage de Brigitte Massongo et Emmanuel Mbéa. Il est 5 heures du matin. Nous retrouvons Lydie et Bienvenue ici au quartier Biémassi, au lieu dit lycée. Ce matin-là, il est question de faire les derniers achats. À bord de ce taxi, nous prenons la direction du marché du Mfundi, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. C'est l'un des plus grands marchés des vivres frais de la ville. C'est également le lieu de ravitaillement de la plupart des grossistes des autres marchés de la capitale. Il est 5h10 et le marché est déjà bondé de monde. Petit rituel de vérification de la liste de courses. Ensuite, Bienvenue et Lydie entament les achats au rayon tomates. Bonjour. Vous voulez le casou de tomates? On peut prendre combien? On demande 4 000. Possible. Ça possible par 4 000. 55, c'est le lieu. Ce n'est pas le Ça veut dire que vous n'enlevez rien. Rien. Ça, c'est le lieu. Les tomates fonctionnent. Il faut tâter les fruits pour s'assurer de leur qualité. Une fois la négociation faite, l'achat est conclu. Prochaine escale, rayon des légumes. On veut les plus petits que ça.
Ah. C'est beaucoup, je ne l'ai pas vendu. 2000. Oui. Un gros 2000. Regarde, maman porte quand même nos paquets. Non, c'est un gros 2000 là. C'est beaucoup, mais c'est à nettoyer. Tu as alors la monnaie? Oui, il y a la monnaie. Donne-moi dans les 1000 francs. Le jour se lève peu à peu. Nous suivons les deux restaurateurs au rayon fruits pour l'achat des pastèques et ananas. Ici, la caméra n'est pas la bienvenue. Je le chante pour vous. Mais cela ne distrait pas Lydie. Elle prend le soin de taper les pastèques afin de s'assurer de leur bonne qualité avant d'en acheter. Comment ça va? Cette première phase de travail terminée, il rassemble les courses à la sortie sud du marché pour attendre le chauffeur. Ces achats complémentaires leur auront coûté environ 70 000 francs. Allô? Nous avons fini le marché. Tu es à quel niveau? Oui, sois un peu rapide là. 10 minutes plus tard, Martin, le chauffeur de l'équipe, arrive et transporte les courses. Nous sommes toujours le vendredi. Il est 22 h. Nous retrouvons l'équipe dans ce domicile familial, ici au quartier Odia, au lieu-dit dispensaire. Cette résidence n'est pas le lieu habituel de travail du traiteur Le Bouquet. Le QG de la troupe est au quartier Obobogo, à environ 10 km de là. Pour la proximité avec le lieu de la cérémonie, Rosine Ziyé, la sœur de la future mariée, leur a temporairement cédé son domicile pour la circonstance. Pendant ce temps, Grâce, Bienvenue, Georges Willy, Pascal et les autres membres de l'équipe sont tout aussi pris par l'étendue des tâches à effectuer. Ici, Pascal flambe les poulets achetés et nettoyés à la veille. Là-bas, Georges et Bienvenue découpent en quartier. Le travail est bien organisé et se fait dans une ambiance conviviale. Une fois la trentaine de poulets nettoyés, découpés et lavés, Grâce entame la phase de pré-cuisson. À l'entame de chaque mets, Grâce jette un coup d'œil sur le menu afin de se rassurer de reproduire exactement la commande. Là, je saisis. On va saisir tout pour rajouter les condiments bien après. Pour recuire en fait. Juste avec tout ça. Ne me juge pas comme ça. Ne me traite pas comme ça. Il faut bien saisir, il faut que ce soit bien fait. Après le poulet, c'est au tour du porc. Elle fait le même rituel. À cause de la délicatesse du poisson, il sera frit le lendemain. Sur cette étagère, fruits, légumes et autres ingrédients pour la cuisson sont disposés. À côté, un fût bien rempli d'eau. Nous sommes samedi, c'est le jour J. Il est 18 h. Brigitte et Emmanuel se sont déjà dit oui. Ici à Odia, la pression est à son comble. La soirée commence dans moins de 2 heures et le repas n'est pas encore en salle. Les premiers raviers commencent à se remplir. Cependant, certains repas sont encore au feu. Pourtant, l'heure de la soirée arrive à grands pas. Bienvenue coordonne la disposition des raviers et plateaux de nourriture dans la malle de ce pick-up affecté à la circonstance. Au niveau de la salle, tout est presque prêt. Il est 19h30, le marié donne les dernières instructions à l'équipe de protocole. La première vague du menu arrive enfin en salle. Malheureusement, certains plateaux ont subi des secousses sur la route. Au fur et à mesure, le service de salle les dispose sur 2 buffets apprêtés pour la circonstance. Tout semble se passer normalement.
Il est déjà 20h, l'heure du démarrage de la soirée et certains mets sont encore stockés chez Rosine et attendent d'être transportés à la salle. Oui, il demande à la dame d'envoyer la voiture, on va porter la dernière. Quelle demande l'alcool à brûler à la dame qui bavardait pour là? Oui, et qu'elle envoie la voiture et on vient chercher le reste de bouffe. Bienvenue commence à somnoler. Le jeune homme est visiblement fatigué, mais la gestion du service en salle l'attend encore. Notre chef de cuisine, par contre, peut rentrer tranquillement se reposer. Son travail s'arrête ici. Je peux dire que c'est fini bien, parce qu'on a eu plein de difficultés avec la pluie qui a menacé en journée. Au menu, on avait du poulet, du porc, 2 variétés de poissons, des légumes, des variétés d'entrée, des variétés de dessert. On n'a pas pu réaliser ce qu'on a dû faire à l'avance, mais on a fait avec ce qu'on a eu sous la main. Nous arrivons à l'hôtel Zavira avec la deuxième partie du repas. Il est 21h20. Les mariés font déjà leur entrée dans la salle. Elle est à moitié vide et certains marmites chauffantes aussi. Le stress est perceptible sur le visage de la jeune mariée. La soirée est lancée. Place au discours. Pendant que les garçons de salle complètent discrètement le buffet et les invités retardataires arrivent. Ce n'est qu'à 22h10 que nos 2 cordons bleus font leur apparition dans la salle. Heureusement, ils arrivent 1 minute avant la prière de bénédiction du repas et tout élégamment vêtus. Malgré les désagréments, le client semble avoir été comblé. Malgré les 3 jours de travail, mon collègue ici présent et moi, nous avons tenu le coup et nous avons pu livrer ce travail. En voyant les clients et les invités, je suis fier parce que le marié lui-même a personnellement dit qu'il était satisfait du rendement. Nous souhaitons vraiment aller se reposer. Un repos bien mérité pour un travail plus passionnant que rentable. Après 3 jours de travail, c'est 25 000. Mais pour les extras qui viennent juste pour le service, c'est 5 000 francs. Pour Georges Willy, ce métier est de moins en moins considéré du fait de l'invasion du secteur par les amateurs. Le travail du traiteur a été perverti déjà par beaucoup d'amateurs. Donc, ils ont tellement rabaissé ce service que nous nous retrouvons aujourd'hui dans beaucoup de problèmes. Nous rencontrons des problèmes tels que la non-confiance des clients. Dans la deuxième partie de ce reportage, vous verrez ce qu'est exactement une entreprise de service traiteur et surtout comment et avec quoi se lancer dans ce business. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision, arriver au sommet et y demeurer. C'est un master. Il s'appelle Yannick Tanque. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.
Chef Émile Ngoulou, voilà pour ce reportage sur les services traiteurs. Et je dois dire que c'est la première partie. Là, on a vu comment s'organisent les prestataires, comment est-ce qu'ils s'approvisionnent, cuisinent, mais également servent les repas. Et je devrais conclure comment les repas sont consommés, puisqu'on peut le voir dans le reportage. Est-ce que ce reportage vous donne des points d'illustration de ce qui ne marche pas dans les services traiteurs au Cameroun? Oui, il vaut mieux en sourire parce que normalement, si j'étais raisonnable, je devrais pleurer. On voit beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'orthodoxie de notre métier. Sur toute la ligne, dans la façon d'acheter et surtout dans la façon d'aménager, de préparer, nous sommes vraiment à 1000 lieues de ce qui devrait être. Ce que vous dites, ce que je voulais relever, n'est pas à charge contre ceux qui sont dans le reportage, mais le reportage, lui, nous permet d'illustrer vos propos. Et je voulais que nous passions rapidement sur des questions essentielles, parce que ce que vous relevez en rapport avec notre premier reportage, justement, est lié à la formation. C'est ce que je voulais dire. Donc là, on peut remarquer qu'il y a un déficit de formation. Une existence. Parce que quand on dit déficit... c'est qu'il y a un minimum. Oui, j'ai le sentiment que c'est tout simplement, justement, le cas de figure que j'évoquais tout à l'heure. De quelqu'un qui doit se dire, on peut gagner de l'argent en produisant des repas de manifestation et s'est lancé sans avoir la précaution ou d'apprendre lui-même, ou de s'entourer de ceux qui auront appris pour pouvoir le faire correctement. Le reportage que nous avons vu, je tiens à vous dire bravo parce qu'on trouve difficilement de meilleures illustrations de ce qu'il faut éviter. Alors, nous parlons de la formation. Vous dites manque de formation. Quelle doit être l'alternative? Quand je demande quelle doit être l'alternative, c'est parce que je ne me souviens pas moi-même de mémoire de journaliste, assez jeune encore j'espère en tout cas, connaître un centre de formation qui est réputé, j'allais dire référencé à l'international au Cameroun. Alors là c'est tout le problème du Cameroun. On se retrouve vraiment à devoir paraphraser le premier des Camerounais qui avait dit le Cameroun c'est le Cameroun. Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun que l'on voit ce qui se passe au Cameroun. La formation d'abord a été complètement abandonnée par les régaliens. La formation basique au Cameroun, malheureusement, a été abandonnée à l'initiative individuelle. Je ne veux pas appeler ça initiative privée, parce que privé pourrait donner une connotation quelque peu positive. La plupart, sinon tous les centres de formation que vous verrez, ne sont pas le fait d'une entreprise, c'est très souvent l'émanation d'un individu. Et encore, merci, OADA permet qu'on puisse avoir une société anonyme maintenant en étant seul. Donc je mets quiconque au défi, on se rendra compte que ce n'est jamais que l'émanation d'un individu. Et malheureusement, on ne trouve pas, et le contrôle que l'administration devrait exercer, mais avant tout la modélisation. Au même titre qu'il y a des SAR, les sections artisanales rurales, au même titre à la limite qu'il y a des PMI avant les cliniques, il faudrait que l'administration camerounaise puisse proposer au public camerounais, à tous les Camerounais qui ont le mérite d'investir dans ce domaine, un exemple normatif de ce qu'est un centre de formation, de ce qu'est une école de formation, de ce qu'est un lycée de formation professionnelle, ou même de ce qu'est véritablement une université qui forme. Alors, chef Émile Ngoulou, vous qui êtes diplômé par 2 fois de l'Institut international Maxims de Paris, en hôtellerie de prestige et en marketing et management, vous savez essentiellement, vous savez certainement ce qu'il faut avoir dans un centre de formation. Je ne voudrais pas que ceux qui écoutent une fois encore pensent que vous faites des allégations sans fondement. Qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans les centres de formation déjà et qu'on ne retrouve pas? Parce que vous parlez au regard des standards internationaux. Vous êtes dans la norme là. Le centre de formation, d'une façon générale, est en fait une entreprise. Un centre de formation en restauration est une cuisine complète. Plus que complète d'ailleurs, parce qu'elle devrait avoir l'essentiel du matériel basique, est un restaurant complet. Et c'est même très souvent le meilleur restaurant parce que les prix sont intéressants. Il me semble qu'au Cameroun, nous ne voyons ça encore nulle part. Il faut avoir du matériel, c'est un matériel coûteux, qu'il est un peu hasardeux de demander à quelqu'un qui a des soucis de rentabilité d'avoir.
parce que c'est un matériel lourd, il coûte cher, il faut une projection sur le temps pour en disposer effectivement. Donc, on se retrouve dans une situation où l'homme d'affaires veut réaliser une affaire et il n'a pas le souci que pourrait avoir l'administration en termes de rentabilité, en termes d'amortissement, en termes d'intégration des coûts. Il faut bien qu'il gagne son pain, il faut éventuellement qu'il réalise un bénéfice, donc on pourrait très bien comprendre. Mais on peut donc admettre, sans le justifier, qu'il ne puisse pas acheter tout ce qu'il faut dans un centre de formation. Bref, on est dans le secteur de la restauration au Cameroun, dans l'esprit de débrouillardise qu'on observe à peu près partout. C'est de la débrouillardise totale, d'autant plus que, en réalité, ça devrait effectivement venir de l'administration. Que l'on puisse avoir des standards respectueux, parce qu'aujourd'hui nous sommes en pleine mondialisation. Mais le premier parjure qui vient de l'administration, c'est qu'au Cameroun, on a créé des centres de formation qui ne correspondent à rien du tout. Parce que nous avons des centres de formation où on fait venir des jeunes Camerounais, à mon sens à qui on ment, à leur faire croire qu'on peut les former en 1 an, c'est tout faux. Le CAP cuisine, c'est 4 ans. Le CAP restaurant serveur, c'est 4 ans. Le CAP employé d'hôtel, c'est 4 ans. On ne peut pas en 1 année, et en réalité en 6 mois, parce que c'est très souvent apparemment 6 mois de théorie, et je ne sais pas comment on fait d'ailleurs la différence. Et puis on envoie ces jeunes en stage, qu'on dit académique. Je ne sais pas si la formation professionnelle et l'emploi au Cameroun ont déjà une académie. Donc on dit un stage académique, Dieu seul sait à quoi. C'est-à-dire que même dans le vocabulaire, on est dans l'approximation. On est dans l'ignorance totale, d'autant plus que il a existé dans ce pays des centres de formation professionnelle, qu'on appelait centres de formation rapide, que l'on essaie de reproduire maintenant. Mais il doit être clair pour tout le monde que quand on sort d'un centre de formation, on n'a plus besoin de stage. Parce que c'est un centre de formation, c'est une formation pratique. On n'a plus besoin d'aller en stage comme si on sortait d'une école. Donc, ils ont créé quelque chose qui est essentiellement camerounais aussi, une espèce de diplôme de qualification professionnelle qui ne correspond à rien, je veux dire, à l'international. Un jeune qui part du Cameroun avec ce diplôme ne trouve pas d'équivalent dans un autre pays. Oui, nous avons créé quelque chose d'essentiellement camerounais, mais malheureusement, au Cameroun, le CAP n'existe pas encore. Nous sommes un pays, effectivement, où le CAP cuisine n'existe pas. Le CAP restauration n'existe pas, mais il y a un BTS restauration. Et en jeu, c'est la santé des consommateurs. Au-delà de la santé des consommateurs, c'est même la crédibilité d'une nation. Vous voyez un immeuble qui a un 10e étage, mais n'a pas de rez-de-chaussée, n'a pas de premier, n'a pas de 3e étage. Nous réussissons ça au Cameroun, effectivement. Alors, nous sommes une société où le citoyen peut organiser son vécu avec les autres en toute concitoyenneté. Je voudrais dire que la société civile a son rôle, l'organisation professionnelle a son rôle. Dans votre cas, vous siégez au sein de quelques-unes. J'en ai nommé une première en vous présentant. Quel est le rôle que doivent jouer les professionnels du secteur pour aider à la régulation? Parce que vous avez pointé du doigt la responsabilité de l'administration. Elle est évidente, il faut que l'administration fasse sa part. Mais les professionnels de ce secteur peuvent également aider à ce que le secteur s'organise mieux, qu'il y ait une régulation effective. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour que cela change? Les professionnels, malheureusement, ne peuvent pas faire grand-chose, sans nous dédouaner. Je veux rappeler qu'il a été décidé au Cameroun qu'il y ait 3 codes d'incitation aux investissements. Un pour les banques et les sociétés pétrolières, un pour le bois et un pour le tourisme. Les 2 premiers ont eu satisfaction, mais concernant le tourisme, on nous a relégués au clos général de toutes les entreprises, de ce qu'on peut donc appeler une incitation des entreprises. Ça montre très bien comment les choses se passent, à tout le moins dans l'esprit de l'administration, parce que malheureusement, nous avons le sentiment que c'est peut-être par ignorance de l'impact que peut avoir une activité comme celle dont nous parlons dans un pays, que les choses se passent encore comme elles se passent au Cameroun. Alors qu'en réalité, le moyen le plus rapide pour un pays de gagner de l'argent, de créer de la valeur ajoutée,
le moyen le plus rapide, je le dis sans embâche, c'est bien le tourisme et ses métiers. Parce qu'on va créer des entreprises, on construit des barrages. Nous savons depuis combien d'années nous récitons que nous aurons des barrages au Cameroun. On va créer des ports. Le port de Kribi, j'ai appris à l'école, donc il y a 30 ans qu'il y aura un port à Kribi. Heureusement, Dieu merci, nous le voyons venir. Ça prend du temps. Alors que le tourisme est instantané. Il est même anticipatif. Parce que le touriste paye de l'argent au Cameroun avant même qu'il arrive au Cameroun, à travers son visa. Donc nous devrions aller dans ce genre d'activité pour que nous voyons le Cameroun effectivement gagner de l'argent. Maintenant, pour revenir sur la question de la société civile, oui, il y a des initiatives qui sont prises. Malheureusement, en concussion avec l'administration, qui devrait contrôler et qui devrait réguler, les choses sont celles qu'on peut décrire aujourd'hui. Et comme je dis, la spécificité de ces métiers est telle qu'il faut des incitations et une régulation de contrôle permanente pour que nous respections les standards internationaux. Parce qu'il ne faut pas continuer à se cacher derrière le doigt. Nous devons accueillir la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques mois. Si ceux qui viennent ne reconnaissent pas les signaux qu'ils trouvent un peu partout, ils ne viendront pas suffisamment. Et s'ils viennent, ils ne resteront pas longtemps. Ils resteront le temps d'un match et puis ne visiteront pas le pays. Donc nous avons besoin d'un concert d'intelligence, autant de l'administration pour l'essentiel, et justement de la société civile pour que nous arrivions à comprendre, parce qu'il faut d'abord le comprendre, à admettre et ensuite à nous engager dans le sens de la voie du progrès du Cameroun à travers les métiers du tourisme. Nos équipes iront voir si dans le secteur du tourisme, l'on se tourne les doigts et si c'est le moins nanti de notre administration. En tout cas, avant de voir cela, vous avez commencé à peindre ce tableau, chef Émile Ngoulou, et je vous en remercie. Le secteur de la restauration, de la cuisine, continue d'intéresser de nombreux Camerounais et beaucoup croient qu'effectivement, il s'agit d'avoir un savoir-faire en matière de cuisine, un minimum, et surtout d'acquérir du matériel. À Yaoundé également, cela se vit puisque Christelle Gallo est repartie sur le terrain pour se rendre compte que de nombreux investisseurs dans ce business du service traiteur pensent essentiellement à leur matériel et à leur capacité à faire de la cuisine. Comment s'organise ce business? Où est-ce que l'on s'approvisionne à Yaoundé ou à l'étranger? Le reportage est signé, je vous l'ai dit, de Brice Fotso, Arnaud Ndal et Christelle Gallo sur les services traiteurs où l'on peut constater qu'il faut avoir essentiellement et avant tout du savoir-faire. Dans la première partie de ce reportage, nous avons vu comment se déroule le quotidien d'un service traiteur en route pour la satisfaction d'un client, de l'approvisionnement en ingrédients jusqu'à la livraison du menu. Malgré les difficultés, le traiteur est de plus en plus pratiqué dans nos métropoles. L'activité connaît une véritable explosion et la démarche est entrée dans les habitudes locales. Ils sont désormais invités à tous nos événements. Quels sont les préalables pour se lancer dans ce secteur d'activité? Combien faut-il investir au départ pour avoir son propre matériel? Nous sommes allés à la rencontre des professionnels de ce secteur. Ensuite, nous avons fait le tour de quelques espaces de vente du matériel et des accessoires nécessaires pour cette activité. Un service traiteur, c'est un repas qu'on prépare à son siège et on se transporte pour le servir hors de là où on a apprêté le repas. Ça demande beaucoup de moyens. D'abord, un savoir-faire professionnel au niveau de la cuisine parce qu'en fait, un traiteur dépend du repas qu'on va servir, de l'heure et du lieu. Nous devons avoir les matériels appropriés pour pouvoir nous déplacer avec ce repas pour servir là où veut le client. Qu'est-ce que Patrick? Lui, c'est Emmanuel Tali, l'un des pionniers en matière de service traiteur au Cameroun. Ce sexagénaire exerce le métier depuis bientôt 30 ans. J'ai fait le traiteur depuis 1989
Les mêmes clients qui viennent vers moi sont toujours venus vers moi. Ils n'ont jamais changé et j'ai beaucoup amélioré. Au lieu de 1000 clients, nous avons 1000 clients aujourd'hui. Tu as monté une cassette correspondante. Parmi ces 100 000 clients figure en bonne place la présidence de la République du Cameroun. Son établissement fait partie des principaux restaurateurs externes du palais d'Etoudi. Son succès, il le doit surtout à sa méthode d'adaptation du menu au type de convives. Il ne faut pas donner un repas aux invités qui ne peuvent pas apprécier. Parce qu'en fait, quand tu me dis tu vas recevoir 200 personnes, je dis mais qu'est-ce qu'ils aiment bien? S'ils aiment le bateau manger avec la sauce d'arachide et le bifaka, il faut bien me dire qu'ils veulent la sauce d'arachide et le bifaka et je saurai comment présenter la sauce d'arachide et le bifaka pour qu'ils puissent apprécier. Mais alors, si je présente le saumon fumé et qu'ils ne vont pas apprécier, ça ne sert à rien. C'est pour ça que j'ai dit à chaque fois quand un client vient vers nous, parce qu'il est un serviteur, nous nous prenons la question de savoir quel type de personnes vous recevez et quel est leur goût, qu'est-ce qu'ils aiment. Bien sûr, en fonction de ce qu'ils aiment, nous devons maintenant mieux faire et améliorer. Si vous voulez, vous faites les tortillas, vous devez apprendre ce que c'est le repas du Sahel. Ça veut dire que vous faites des après et vous finalisez sur le lieu de cérémonie. Je sais que ça me peut comprendre. Ça veut dire que vous voulez préparer le couscous du manioc. Vous n'avez pas préparé le couscous à Yaoundé, vous transportez à Vomeka. Vous devez faire des après et vous finalisez la cuisson du couscous du manioc à Vomeka. Si vous voulez faire à Yaoundé pour aller à Vomeka, c'est que sûr, il y a quelque chose qui n'ira pas du tout. Donc on appelle ça la cuisine du Sahel, c'est-à-dire apprendre à faire ce qu'on appelle les après, n'est-ce pas, à transporter. Mais pour le faire, il faut avoir certaines possibilités, moyens de le faire. Les moyens, il en dispose à suffire. C'est d'ailleurs l'un de ses principaux atouts. Son établissement est fortement équipé. Il est l'un des rares disposant d'un véhicule de transport de repas pour chaud et pour froid, d'une cuisine professionnelle et d'au moins 50 marmites chauffantes et plus de 1000 couverts complets. Un investissement de près d'un demi-milliard de francs. Malgré le caractère périodique de son business, Papa Talé trouve son compte. Celui qui va me payer 5 ans, celui qui vient me donner un repas à 50 personnes, celui qui a payé 1000 personnes, ce n'est pas le même revenu. Mais ce qui est évident, ce n'est pas tous les jours qu'on gagne dans le service traiteur. Mais ce qui est sûr, quand il y a un service traiteur, on trouve sur son compte. En plus de sa rentabilité, la seule condition pour investir dans cette activité est la disposition du savoir-faire. Un argument, c'est trop dit. C'est comme si on demandait à ma grand-mère de préparer les repas pour aller servir son frère. C'est un service traiteur. Enfin, on qualifie ça de service traiteur. Mais quand on évolue à un certain nombre d'invités, c'est là où les problèmes se posent. Pour transmettre ses connaissances, Emmanuel Talé a mis sur pied depuis le lancement de son activité, il y a 30 ans, une école de formation en hôtellerie et restauration. Dès lors, il a formé des millions de Camerounais. À côté de notre sexagénaire, voici un autre baron du service traiteur dans la ville de Yaoundé. Il s'appelle Michel Dubois-Koto et il a moins de 50 ans. Originaire de la région du littoral, Michel était parti pour être un avocat du fait de sa formation. Mais sa passion a pris le dessus. Nous l'avons rencontré dans son entreprise, ici au quartier Colbison à Yaoundé. Il a baptisé son empire en Koto Luxe. Celui-ci est bien structuré et l'activité très élaborée. J'ai tout un calendrier de cérémonies là-bas, tout un tableau de cérémonies là-bas. Donc à chaque semaine, le lundi, j'affiche tout ce que j'ai à faire la semaine. Je prends par exemple ce tableau, nous sommes aujourd'hui, lundi, j'ai un banquet jeudi 3, j'ai un banquet le 2, j'ai un banquet le 5. Donc à tous ces banquets, j'essaie d'examiner à partir de là, je donne le chef, le responsable de chaque activité, son plan de travail. Contrairement à d'autres services traiteurs, Michel Dubois ne sillonne plus les allées des marchés pour faire ses courses. Il travaille directement avec des fournisseurs. J'appelle chaque fournisseur pour passer sa commande et le collectionneur vient récupérer. À l'arrivée du collectionneur, il y a la personne qui réceptionne, qui est chargée de l'économie, qui va identifier les menus et passe à la pèse pour voir ce que le fournisseur a livré correspond à la commande. Ces services sont destinés aux plus nantis. Le plat le plus pauvre, sur moi, il est à 4 000. Hein.
Et ça évolue. Il y a les pas de 18 000, il y a les pas de 15 000, il y a les pas de 12 500, il y a les pas de 8 000, il y a les pas de 7 000. Ça dépend de la composition du menu. On ne dira pas que quelqu'un qui a payé 4 000 francs va vouloir manger les crevettes ou les gambas. Non. Donc ça dépend de sa poche. Quand le client arrive en premier plan, je demande le budget qu'il aimerait dépenser pour son mariage, qu'est-ce qu'il attend de son mariage, et puis on détermine à partir de ça. Je n'impose pas le menu. En plus du service de repas, Michel met aussi à la disposition des clients la location du matériel. Les prix ici vont de 6 000 pour un repas classique avec couvert classique à 21 000 pour un couvert VIP avec repas VIP. En dehors de ces services traiteurs, il y a des entreprises spécialisées dans la location du matériel. Monsieur Kamdem est le gestionnaire du Gonzena Hall, cette salle de fête ici au quartier Mendon à Yaoundé. Mais l'activité de location de salle n'est pas celle qui lui permet de réaliser son chiffre d'affaires. Il travaille en collaboration avec beaucoup de services traiteurs à qui il loue son matériel. Le matériel que je viens de vous présenter au niveau du magasin de stockage, nous l'avons commandé en Chine à près de 8 millions de francs. Et arrivé au Cameroun, quand c'est arrivé au Cameroun, nous sommes partis à Douala, on a dédouané pour près de 10 millions. Et à Douala, comme le concessionnaire n'a pas voulu arriver à Yaoundé pour livrer sur place, ce qui avait été conclu dans le contrat, nous sommes partis à Douala reporter pour venir ici à Yaoundé. Donc quand je prends en gros, tout ce matériel nous revient à près de 20 millions. Un arsenal acquis il y a plus d'1 an. Cependant, en une année d'exploitation, il n'a pas encore rentabilisé ne serait-ce que 30% de son investissement. Dans ces conditions, on ne peut pas dire qu'on peut rentabiliser à l'immédiat. C'est un investissement qu'on entre dans nos fonds progressivement. Mais qu'à cela ne tienne, depuis l'inauguration de la salle il y a à peine 2 ans, nous avons loué le matériel au moins une vingtaine de fois. Donc en termes de pourcentage, nous ne sommes pas très loin. Pour les traiteurs n'ayant pas les moyens d'aller s'approvisionner en Chine comme Monsieur Kamdem, nous avons essayé d'en savoir plus sur les prix des marmites chauffantes et autres couverts à Yaoundé, direction marché central. Dans cette surface commerciale, il faut débourser 288 900 pour cette marmite chauffante électrique et 45 000 francs pour cette autre simple marmite chauffante. Pour comparer les prix, nous faisons un tour dans un autre magasin, toujours ici au marché central. Sidonie Simo est la gestionnaire. Les prix varient de 25 000 jusqu'à 120 000 pour une marmite. Les prix aussi, ça dépend de la qualité. Nous pouvons avoir la marmite même de 4 litres, qui coûte plus cher même qu'une marmite de 10 litres. Pour les couverts, nous avons plusieurs couverts déjà. Il y a des cuillères que nous donnons les douzaines à 3 500. Il y a d'autres que nous donnons à 2 000. Il y a d'autres à 2 500. Donc, les prix varient, il y a même les 1 000 francs. Ça dépend de chaque traiteur et de ses moyens. Voilà ma fille que je te donne. Sidonie, elle aussi, achète sa marchandise en Asie. Nous approvisionnons généralement à Dubaï. Vous savez que Dubaï, c'est une porte d'entrée. Mais là-dedans, il y a des divers marchandises et des divers pays qui font entrer des marchandises dans ce pays. Mais là, quand nous sommes sur le terrain, nous sollicitons des marmites, des marques italiennes, pakistanais, même la Chine, il y a la Chine, il y a des bons produits en Chine. Visiblement chez Sidonie, les prix sont plus compétitifs. Cependant, disposer de son propre matériel au lancement n'est pas la chose la plus facile. Une chose est certaine, pour avoir un service traiteur, il faut d'abord et surtout un savoir-faire professionnel. Pour ce qui est du matériel à utiliser, 2 alternatives s'offrent aux professionnels, la location ou l'achat. Chef Émile Ngoulou, nous venons de suivre la deuxième partie de reportage consacré au service traiteur, notamment là sur l'organisation de ce business. On voit que beaucoup pensent investir
Je vais prendre ce qui peut mieux passer dans les oreilles, dans des chafendish, dans des marmites chauffantes, dans un local. Tout à l'heure, je vous avais posé la question. Vous nous avez décrit ce à quoi devait ressembler à la fois l'espace où on forme, la batterie de cuisine pour la nommer ainsi. Quand vous voyez ces Camerounais qui investissent, c'est un business, le secteur est ouvert, ils s'y lancent. Qu'est-ce que vous pourriez leur recommander? Parce que je devine qu'avoir, j'ai vu votre mine lorsqu'on regardait ce reportage, il y a encore certainement là des choses qui ne sont pas positives de votre point de vue. Je préfère que vous nous disiez ce qu'on pourrait faire de mieux. En fait, nous avons besoin au Cameroun d'avoir l'humilité de regarder à ce qui se passe autour de nous, à travers la formation, de savoir qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous nous conformions à cela, tout simplement. Nous avons tendance souvent à camerouniser, à adapter des choses qu'on ne maîtrise pas. Avant de camerouniser un phénomène, il faut d'abord le maîtriser lui-même. Malheureusement, nous n'avons pas souvent le temps, l'humilité de cerner d'abord le phénomène, parce que quand on le tient déjà, il est beaucoup plus facile maintenant d'apporter la touche camerounaise. Mais apporter la touche camerounaise à rien ou à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, à l'heure de la mondialisation, risque de nous faire paraître ridicules dans le concert des nations. Et c'est l'objectif que nous avons dans Stratégie, au-delà de ces tableaux que nous dressons du secteur du service traiteur au Cameroun, et parce que nous avons observé, et les reportages ont démontré, qu'il y a une floraison aujourd'hui, tout le monde rentre dans ce secteur, et vous avez affirmé ici que cela est vérifiable, mais tout à fait regrettable, vu la manière dont cela s'organise. Comment le Cameroun peut-il adresser la concurrence du point de vue touristique, d'abord, en matière de restauration et de cuisine, avec ce que nous avons comme service traiteur? Nous aurons beaucoup de mal si nous ne nous remettons pas en cause. Parce que, comme je le dis, mais il n'y a pas de gêne à le dire autant que possible, et nous avons la chance de ne pas avoir à recréer ce qui existe déjà, les standards internationaux. Et n'oublions pas que nous sommes à l'heure de la normalisation. Donc nous devons pouvoir présenter au Cameroun des normes qui sont attendues ailleurs et que l'on observe déjà par ailleurs. Alors, au-delà d'une formation standard, il faut effectivement que nous ayons du matériel et des matériaux standards. On ne choisit pas un couteau par hasard. On ne trouve pas tous les couteaux dont on a besoin pour exercer notre métier dans les supermarchés. Parce qu'il y a des magasins spécialisés partout. Malheureusement, il n'y en a pas au Cameroun. Il y a des magasins spécialisés qui vendent du matériel professionnel. Que l'on apprenne donc à aller acheter ce matériel professionnel pour l'utiliser afin que nous fassions un bon usage. On a vu assez souvent dans les deux reportages d'ailleurs, des matériaux qui posent problème. On a vu, et je suis très embêté, quand on forme des jeunes, quand des jeunes arrivent à notre métier et qu'on les forme avec certains outils comme des casseroles que j'ai aperçues, qui en fait sont fabriquées à partir des déchets d'aluminium et qui en réalité sont proscrites dans notre métier. C'est vrai que dans le quotidien des Camerounais, si on va à la briqueterie, si on va à Mokolo, on va trouver effectivement des fabriques de ces casseroles-là, mais elles ne sont pas tout à fait conformes à la profession. Pourquoi? Parce que, c'est du déchet d'aluminium. Le substrat d'un déchet n'est pas identique au substrat de la bonne matière. Non seulement c'est des déchets, ces casseroles sont poreuses. Et dès l'instant qu'elles sont poreuses, il est assez difficile de les nettoyer véritablement. C'est-à-dire de les nettoyer et de les désinfecter. Parce que dans les ports, on n'a pas toutes les solutions qu'il faut pour venir à bout des micro-organismes que l'on craindrait. On va d'ailleurs remarquer que ces casseroles, quand on les conserve pendant un certain moment, bien que nettoyées, on voit tout de suite apparaître une sorte de mousse là-dessus. Il ne faut pas se tromper, la mousse, c'est la réaction des microbes tout simplement. Donc, que nous respections les standards. Nous voyons très souvent des gens qui vous disent qu'ils vous louent des tables, alors qu'en réalité, c'est des tréteaux. Une planche de bois
avec un croisé de planches. On ne peut pas s'asseoir, on se fait mal aux genoux parce qu'il existe aujourd'hui des tables traiteurs, des tables standards, des tables pliantes que l'on peut utiliser. Donc vivement que nous allions vers le respect de tous ces standards-là. Et surtout, si nous voulons vraiment adresser la concurrence, que nous revenions à la notion de métier. Cuisinier... On observe que le service traiteur fait tout, par oui, exemple. Malheureusement. Justement, malheureusement. Cuisinier, c'est un métier qui peut, je veux dire, qui est convoqué dans l'action du traiteur. Mais décorateur, c'est un métier. Serveur, c'est un autre métier. Et parmi les serveurs, barman, c'est un métier à part. Disquaire, c'est un métier à part. Pâtissier, c'est un autre métier qui n'est pas le métier du cuisinier. Donc, service traiteur n'est pas organisateur d'événements. Absolument. Et organisateur d'événements lui-même est sujet à une formation spécifique où on apprend à manager toutes ses compétences pour que le résultat soit celui que le client a demandé. Qu'est-ce que nous perdons, chef Émile Ngoulou, à avoir donc cette prolifération d'amateurs dans les services traiteurs, mais aussi cette désorganisation? Vous avez parlé d'ignorance complète, d'énorme lorsqu'on vous écoute au cours de cette émission. Qu'est-ce que le Cameroun perd, peut-être sans s'en rendre compte, en termes d'image, en termes d'attractivité pour des touristes, vous l'avez dit, des investisseurs, de manière économique, il y a certainement aussi des pertes que l'on engrange. Nous perdons beaucoup d'argent, c'est clair, mais tout simplement parce que, excusez-moi, je vais revenir à l'administration encore. L'Organisation mondiale du tourisme, qui est une émanation de l'ONU, a mis en place un outil que l'on appelle le compte satellite du tourisme, qui permet à tout pays de pouvoir déterminer l'impact du tourisme dans son économie. Et c'est un outil qui est aménagé tel que on peut comparer tous les pays. Ils n'ont même pas besoin d'être des pays de développement égal. On peut comparer tous les pays quand on s'est conformé à établir le compte satellite du tourisme. Chef Simon-Émile Ngoulou, merci d'avoir accepté l'invitation de Stratégie qui s'est mise à la cuisine pour vous servir cette émission consacrée aux services traiteurs notamment, avec au passage un clin d'œil à la formation des jeunes Camerounais intéressés par le matricule. C'était le contenu de cette émission, un menu que vous avez apprécié. Merci d'avoir participé par vos explications. Notre gratitude s'exprime également à l'endroit de tous ceux qui ont participé à la préparation de cette émission, notamment ceux qui ont accepté que l'on aille filmer dans leur cuisine, qui se sont prêtés au jeu pour qu'on ait ce tableau des services traiteurs au Cameroun. Merci mesdames, messieurs, à vous tous qui avez regardé. Merci à toute l'équipe de production. Nous avons le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision avec une autre problématique dans Stratégie pour vous aider encore à mieux comprendre et surtout permettre à notre pays de se lancer véritablement sur la voie de son développement. Bonsoir. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.